Bonsoir et meilleurs vœux à tous. Donc, cette conférence parle du naufrage du Sahel en 1863, le 22 août 1863, et nous verrons au cours de cette conférence que le contexte international était terrible. Nous étions en pleine guerre du Mexique, Napoléon III était au Mexique, et nous étions en pleine guerre d'Algérie, la conquête de l'Algérie venait d'être faite, et donc on continuait. En 1963, le canal de Suez était creusé, on est en train de le creuser. C'était énorme pour la France. Et la vapeur arrivait sur toutes les marines du monde, bien que la plupart des amirautés ne voulaient pas de la vapeur. La vapeur faisait peur, comme maintenant le portable fait peur. À l'époque, la vapeur faisait peur. Les marins les plus doués étaient habitués à des trois-mâts avec des voiles. Et c'était beau, les trois-mâts avec des voiles. Avec 120 canons à bord, ils croyaient qu'ils étaient indestructibles. Mettre un moteur à bord, ben, il fallait déjà savoir manipuler le moteur et le faire fonctionner. Et pour le faire fonctionner, il fallait du charbon. Et où c'est qu'on trouvait le charbon? En mer. Donc c'était difficile de faire admettre aux marins qu'il leur fallait des bateaux à vapeur, que c'était mieux. Et il faudra que la guerre de Crimée mette en exergue cette affaire pour que toutes les amirautés françaises et anglaises, les Anglais non plus n'en voulaient pas, disent oui, la vapeur c'est mieux. Voilà, on peut débarquer avec des bateaux, on peut débarquer des chevaux, des canons, etc. On peut manœuvrer très rapidement, on peut remonter les courants, parce que pendant la guerre de Crimée, il fallait remonter les Dardanelles. Or, les courants forts qui sont dans les Dardanelles, les vaisseaux anglais et français, puisqu'on était associés dans cette affaire, eh bien, ils attendaient en Méditerranée que le courant soit moins fort. Et il a fallu qu'un navire à vapeur français, le Sphinx, eh bien, remorque le navire amiral. L'amiral n'avait pas apprécié cette affaire. Mais bon, c'était ça ou rien. Donc le Sphinx, navire à aube, ou à aube, il n'y a pas d'hélice encore, Frédéric Sauvage n'était pas passé par là, et donc c'est lui qui a fait remonter le navire amiral au travers des Dardanelles. Donc vous voyez, le Sahel, lui, il arrive 1863, à ce moment-là où la guerre de Crimée a eu lieu, et on dit oui, il faut de la vapeur. Et là, on y va. En France, on y va. C'est Napoléon III et l'amiral Hamelin qui disent oui, il faut de la vapeur. Et donc on met au point des bateaux qui sont fantastiques. Le premier cuirassé, parce que là aussi, il fallait des navires en bois. Quand on a dit des navires en fer, les marins ont dit le fer, ça flotte pas. Hein. On veut des navires en bois. Oui, mais la guerre de Crimée étant passée par là, on s'était rendu compte que les bombardes qui bombardaient Sébastopol, eh ben, celles qui étaient en fer ne risquaient rien. Celles qui étaient en bois avaient été détruites. Et donc Dupuy de l'Homme, qui était quand même l'ingénieur de la marine, avait expliqué aux gens qui venaient le voir à Toulon, on voyait la guerre de Crimée passer par là. Maintenant on construit des bateaux en fer. Ils ont accepté, ils ont vu, ils ont touché du doigt que c'était mieux. Et que la vapeur c'était mieux aussi. Voilà, donc toutes les marines du monde sont passées à la vapeur. Et le Sahel a été construit dans 1860, dans les années 50, il a été construit à la Seine-sur-Mer. Et ce bateau-là a été un bateau à vapeur, mais comme nous n'avions pas de charbon en France, très peu, par rapport à l'Allemagne ou à l'Angleterre, ben, on avait des idées. On n'a pas de pétrole aujourd'hui, mais on a des idées, on dit. À l'époque, on n'avait pas de charbon, mais on avait des idées. Mais des idées dangereuses. Parce que, on verra tout au long de cette présentation, un ingénieur français, M. Dutremblay, qui était un Lyonnais, avait eu une idée. Parce que les moteurs à vapeur de l'époque étaient des moteurs à vapeur très grands consommateurs de charbon. Pour faire Marseille-Alger, il fallait 27 tonnes de charbon. Je ne sais pas si vous voyez. Et ça faisait beaucoup de poussière et pas fine. Hein. Donc aujourd'hui, les écolos, ils seraient très en colère. Hein. Vous voyez ces fumées qui sortent de la cheminée. Là, hein. Donc on consommait énormément de charbon,
et on n'en avait pas beaucoup en France. Donc on a eu une idée, on savait très bien que ces moteurs ne fonctionnaient pas bien suivant le cycle de Carnot, ça c'est de la thermodynamique, je ne ferai pas une cours de thermodynamique ici, mais le cycle de Carnot ne se faisait pas comme il faut. Et le cycle de Carnot dit, c'est le deuxième amendement de la thermodynamique, que pour qu'un moteur à vapeur fonctionne bien, il faut que la différence de température entre la source chaude et la source froide soit la plus grande possible. C'est valable pour les voitures, hein. Pour tout moteur thermique c'est valable. Donc on ne savait pas faire à cette époque de l'eau surpressée, c'est-à-dire chauffer de l'eau à 180 degrés, comme on fait dans une cocotte minute. Donc ça, on ne savait pas le faire dans une grosse chaudière à vapeur, et on ne savait pas faire les condenseurs non plus. Les condenseurs étaient mauvais. Donc l'eau qui sortait du cylindre était à 60 degrés. On perdait tout ça. Vous vous rendez compte, il y avait entre 20 degrés et 60 et 40 degrés qui étaient perdus là. Et l'ingénieur de Lyon a eu une idée saugrenue, qui était bien, mais qui était excessivement dangereuse. Il s'est dit, il y a des liquides qui bouent à 60 degrés. Oui, c'était l'éther. Mais l'éther, c'est dangereux, l'éther. L'éther, ça prend feu, ça explose. Donc on a mis des moteurs à vapeur combinée. Il y avait vapeur d'eau, vapeur d'éther. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, sur le bateau, c'est vapeur d'éther à cette époque-là, hein, où les joints ne fonctionnaient pas bien, où on n'avait pas la technologie pour ça. Donc il était interdit de fumer sur le bateau, bien sûr, avec 1600 litres d'éther à bord. Hein. Ce bateau, il avait 1600 litres d'éther à bord. Hein. Bon, quand il s'est fracassé sur un rocher là, à Cerbère, hein, il ne fonctionnait plus avec l'éther. Hein. On l'avait arrêté, parce que c'était trop dangereux. Mais à l'époque, la notion de principe comment dirais-je, aujourd'hui c'est inscrit dans la Constitution, ce principe-là, on s'en fichait. On construisait des bateaux, on y mettait les passagers dessus, hein, et bon, la galère, hein. Les passagers brûlés, mais c'est pas grave. Donc, mais on économisait du charbon. Et toutes les compagnies maritimes ont fait construire des bateaux comme celui-là, comme le Sahel, c'est-à-dire avec des vapeurs combinées. 2 cylindres, un qui fonctionnait à l'eau et l'autre qui fonctionnait à l'éther. Voilà, hein, si vous vous rendez compte, le truc. Donc après, bon, la marine a eu d'autres idées, et la marine a fait fonctionner avec un autre solvant, le chloroforme. Je ne sais pas si vous voyez. Le chloroforme, c'était un solvant puissant aussi, aucun joint ne tenait. D'ailleurs, les journalistes de l'époque, pour des bons mots, je ne sais pas s'il y a des journalistes parmi vous, pour des bons mots, on dit, la marine, jadis, mettait le feu au bateau, maintenant elle endort les équipages. Voilà, donc c'était un raccourci très vite pour expliquer tout ça. Donc c'est un militaire qui avait trouvé le fonctionnement avec le chloroforme. Et ces bateaux étaient construits à Brest. Et ils faisaient Brest-l'Irlande. Voilà. Ceux-là, ils étaient construits à Marseille, enfin à la Seine, et ils faisaient Marseille, l'Afrique du Nord. Voilà. Là, c'était avec de l'éther, de l'autre côté, c'était avec du chloroforme. On n'avait pas de charbon, donc il fallait économiser. Voilà. Donc ce bateau va faire un naufrage à Cerbère le 22 août 1963, et l'intervention des habitants de Cerbère fut unanimement qualifiée comme étant au-dessus de toute éloge. Et ça, c'est dans tous les journaux, hein. Pas que les journaux des Pyrénées-Orientales. Dans le journal de Provence, c'est comme ça. Donc, je vous signale que Cerbère, c'était Bagnols, hein, à cette époque-là. C'était Bagnols. Hein. Donc, on était à Bagnols, en fait. Voilà. Donc, là, les douaniers et les marins de Cerbère, les pêcheurs, ont sorti leurs barques et sont allés porter secours à ces pauvres naufragés. Donc l'utilisation, je vous en ai parlé, des premiers moteurs à vapeur, hein, l'expérience sur le vide, Newcomen, Cugnot, vous voyez, nous, en France, on est fort. On avait trouvé, c'est parce que sans les travaux de Papin, tout ça ne pouvait pas avoir lieu. Hein. Sauf que Papin était protestant. Et quand Louis XIV a révoqué l'édit de Nantes sur les conseils de son bras droit ecclésiastique, il a fait en sorte que tous les protestants partent de France. Or, Denis Papin est parti.
mais il est parti avec son dossier, c'est-à-dire avec ses études. Et les Anglais lui ont dit, hop, hop, par ici, monsieur Papin. Et on lui a fait un pont d'or pour le faire rentrer à l'Académie des sciences de Londres. Et là, il a trouvé Newcomen, là, voilà. Il a trouvé Newcomen et il a trouvé tous les autres anglais. Et quand on dit la pompe à feu de Newcomen, il faudrait ajouter Newcomen-Papin. Parce que sans Papin, la pompe à feu n'aurait pas fonctionné. C'est lui qui, le premier, va comprendre qu'en faisant agir de la vapeur dans un cylindre, on faisait monter le piston, bien sûr, parce que la vapeur faisait monter le piston, et qu'ensuite, si on refroidissait le cylindre, la pression atmosphérique faisait descendre le piston. C'était des moteurs atmosphériques, vous voyez, atmosphériques, ils n'étaient pas double effet encore. Pour double effet, il faut attendre Watt, pour avoir le tiroir et qu'il fasse un double effet. Donc là, c'était des moteurs atmosphériques. Vous imaginez le charbon que ça consommait, ça. Les pompes à feu de Newcomen-Papin consommaient des tonnes de charbon pour des rendements minables. On épuisait les mines, on enlevait l'eau des mines, et puis à Paris, on montait l'eau, des pompes de Chaillot et il y avait d'autres, Marly, à Marly. Donc on montait l'eau de la Seine pour alimenter Paris dans des réservoirs, mais ces pompes qui fonctionnaient comme ça, les pompes à feu atmosphériques, consommaient une quantité de charbon énorme. À ce moment-là, oui, on polluait à Paris, hein. On polluait sérieusement. Hein. Voilà, donc Cugnot va faire son véhicule suivant les plans de Papin, du moteur, du piston de Papin, cette fameuse, le fardier de Cugnot, qui était fait pour porter des canons, et donc ce fardier de Cugnot qui va circuler dans les rues de Paris. Hein. Le marquis de Jouffroy va construire un bateau qui va fonctionner sur la Saône, un bateau à vapeur avec des roues à aube. Et Papin va construire un bateau, lui va construire un bateau qui va fonctionner sur la Vézère. Et ce sont les bateliers de la Vézère qui vont lui démonter le bateau, vont lui casser, parce que c'était un concurrent déloyal. Les autres, ils faisaient fonctionner leur bateau à rame et avec des chevaux, et lui, il arrivait avec un moteur à vapeur, on lui a cassé le bateau. Donc Papin, il a perdu une fortune, là, hein. Il a perdu son bateau. Les Anglais ne lui ont pas remboursé, hein, ça. Voilà, donc mauvais rendement des premiers moteurs, je vous l'ai dit, hein, réticence des amirautés et le ravitaillement du charbon. Le charbon, je vous ferai voir tout à l'heure, j'aurais pu porter la brique, j'en ai une de ces briques, qui m'a été donnée par un ami qui est plongeur, et que vous verrez tout à l'heure en photo ici, qui m'a été donnée par un plongeur qui est du côté de Toulon, et qui a trouvé ça au fond. C'est le charbon, les briques de charbon étaient notées. Hein. Il y avait l'encre de marine dessus, et ça venait de la Grande Combe, c'est-à-dire ça venait du côté de Carmaux. Donc on ne pouvait pas voler le charbon de la marine. Hein. On pouvait faire l'état de charbon, mais si quelqu'un volait du charbon, la brique de charbon, il y avait l'encre de marine dessus, et il y avait marqué la Grande Combe. Parce qu'à l'époque, on volait évidemment, on vole le gasoil aujourd'hui, à l'époque, on volait le charbon. Voilà. Donc, 1817, c'est la guerre de Crimée. De 1817 à 1856, c'est la réflexion de toute la marine. On commence par refaire des voiliers. On n'a rien compris, on fait des voiliers. Et le baron Sanet, qui est un vieil architecte naval, lui, il ne conçoit que des navires à murailles rentrantes. C'est vrai qu'ils étaient beaux, mais quand il prenait un boulet de canon sur le côté, eh bien, tous les mâts tombaient. Donc il a fallu faire des bateaux à murailles verticales, c'est-à-dire les bords du bateau verticaux. Donc ça a été difficile, le baron Sanet était têtu, il ne voulait faire que des bateaux très beaux. C'est vrai que les bateaux étaient beaux, les murailles étaient rentrantes. Dupuy de l'Homme, c'est l'ingénieur en chef de la marine à Toulon, et c'est lui qui va développer tous les moteurs à vapeur. Hein. Dupuy de l'Homme, c'est vraiment celui qui va faire évoluer la marine. Alfred Le Dieu aussi, et d'ailleurs il a écrit tout un ouvrage, et Alfred Le Dieu, ses ouvrages sont encore étudiés à Toulon dans l'école de la marine. Frédéric Sauvage, c'est lui qui a inventé l'hélice.
Et le Sphinx, c'est le premier navire à vapeur français en 1829, vous voyez, c'est vieux, hein. 1829, il était à Rouen, le Sphinx. Hein. Voilà. Et le Sahel, il est construit en 1957 aux Forges et Chantiers de Méditerranée à Marseille, compagnie Arnaud et Touache, qui sont les commanditaires, et ils vont commander un vaisseau avec un moteur à vapeur combinée. Ils n'ont pas peur, hein. Mais bon, il n'y a pas de problème, personne ne va s'opposer à ça. Et donc eux, ce qu'ils veulent, c'est traverser la Méditerranée avec peu de charbon. On divise par 3 la quantité de charbon qu'il faut. Hein. Donc 27 tonnes divisé par 3. Voilà. Longueur 53 mètres 7, largeur 14 mètres, il fait 800 tonnes. C'est un moteur à pilon, c'est-à-dire vertical, avec un gros cylindre. Et il fait 180 chevaux. Quand on voit la taille du moteur, 180 chevaux, c'est peu par rapport à la taille du moteur. Hein. Je crois qu'il fait 110 tonnes le moteur. Hélice 3 pales, diamètre 3 mètres, un tirant d'eau de 6 mètres à pleine charge. C'est pour ça qu'il s'est fracassé sur un haut fond à Cerbère. Vitesse 10 nœuds. Bon, c'était des bateaux qui étaient lents, hein. Mais déjà à l'époque, on voulait aller vite. Hein. Vapeur combinée eau plus éther, le brevet de M. Dutremblay. Meilleur rendement, bien sûr, consommation divisée par 3, évidemment, mais très dangereux. Hein. Voilà l'acte de francisation du Sahel. Et je peux le faire voir au port de Cerbère. Hein. Mais le bateau n'existe plus, mais l'acte de francisation, nous l'avons. Voilà le moteur. Vous voyez, c'est un moteur à pilon, c'est-à-dire vertical, avec un cylindre énorme, parce que parfois il faut de la puissance. Et ici, il y a la partie vapeur combinée. Là. Donc on récupère la chaleur du condenseur, on fait bouillir de l'éther, et on fait fonctionner le deuxième cylindre avec de l'éther. Et voilà, vous voyez, voilà une brique de charbon, ça fait à peu près 5 kg, de la grande combe avec l'encre de marine. Ça m'a été porté par Hervé Moulet, c'est lui qui l'a trouvé au fond, et il m'en a fait cadeau. Et je la fais voir maintenant quand je parle de la bière à la Melun. Je la porte, l'autre jour je l'avais, je ne l'ai pas portée là ce soir, je l'avais portée à Saint-André. Et les dames, je ne l'ai pas porté parce que les dames à qui je le donnais pour le faire passer comme ça dans la salle m'ont dit oula, c'est du charbon, ça salit, et puis ça fait 5 kilos. Bon, voilà. Elles n'ont pas voulu le faire passer. Donc voilà une brique de charbon. Vous comprenez très bien que le charbon c'était important, qu'on ne voulait pas que les marines soient volées. Donc la compagnie de navigation mixte Arnaud et Touache est créée en 1953 avec des capitaux lyonnais. Oui, pourquoi M. Brun, qui était à Marseille, était lyonnais. Et desserte de l'Algérie depuis Marseille, Alger, Philippeville, Oran, 11 voyages par mois, c'était pas rien. Hein. Ligne effectuée par le Sahel, Marseille, Oran, Valence et retour sur Marseille. Et le navire était affrété au moment où il a fait naufrage par les messageries impériales. Et il portait du fret, du courrier bien sûr, et des passagers. Il portait aussi du numéraire. Hein. Bon, mais c'est pas la peine d'aller voir s'il y a des lingots d'or, il n'y en a pas. Par contre, il portait du courrier, et vous verrez à la fin des lettres qui ont été repêchées par les habitants de Cerbère et remis à la poste de Perpignan, et ces lettres ont été en vente il n'y a pas si longtemps que ça à la Sanedrouot à Paris. Et ceux qui ont vendu les lettres m'ont appelé, ils avaient mon livre, ils m'ont appelé parce que le bateau était assuré par la Lloyd. Et la Lloyd demandait des compensations. La Lloyd considère que le bateau est à elle, parce qu'elle a payé. Donc, ils m'ont dit, est-ce que c'est vraiment à Cerbère qu'il a fait naufrage? Oui, c'est à Cerbère, parce qu'on voit des enveloppes là, où il y a marqué, ramassé par les habitants de Cerbère, ces lettres, et la poste de Perpignan les a retamponnées et les a renvoyées. Ces lettres se sont vendues 1500 €, hein, la lettre.
Mais oui, à nouveau. Voilà. Et donc, voilà la compagnie de navigation mixte qui venait à Port-Vendre avec ses bateaux, parce que Port-Vendre était plus près d'Alger que Marseille, donc on économisait là aussi du charbon. Et on est dans le contexte algérien d'Albert Kader, conquête de l'Algérie 1830, et là, jusqu'en 1947, on se bat. On se bat contre Abdelkader, qui lui n'accepte pas cette prise de position française. Donc il est battu, il est fait prisonnier, on l'emprisonne du côté de Toulouse, mais il va être très bien pour nous, parce qu'après il part à Damas. À Damas, il va sauver les chrétiens de Damas, et par son action, il va être remercié par le pape et par Napoléon III qui lui donnera la Légion d'honneur. Vous voyez et le pape va lui donner la médaille du Saint-Siège, hein, parce qu'il va faire beaucoup pour les chrétiens du Moyen-Orient. Donc, guerre de conquête, après la conquête de 1830, farouche opposition de l'émir, colonisation française, combat jusqu'en 1947, généraux français engagés, des Michel, Bugeaud, la Mauricière, Bazaine, le duc d'Aumale. Hein. En 1947, je vous l'ai dit, il abdique. Et contexte mondial, nous sommes en pleine guerre du Mexique. En Amérique, la guerre de sécession a eu lieu, vous voyez, en 1965, c'est terminé. Et on est en pleine guerre du Mexique. C'est-à-dire que les Mexicains, eux, ont perdu le Texas, viennent de perdre le Texas, et les États-Unis sont en train de grossir énormément. L'Europe a peur que les États-Unis prennent toute l'Amérique du Nord, et donc on aide les Mexicains. Et pour aider les Mexicains, on leur dit on va vous envoyer un empereur. Pourquoi pas? Et on envoie l'archiduc d'Autriche, Maximilien, le malheureux. Il sera fusillé. Donc l'archiduc d'Autriche part au Mexique et devient empereur. Il est nommé empereur du Mexique, soutenu par la France, bien sûr. Donc, vous voyez, on est en train de, en 1863, voilà où on en est, pendant que le bateau faisait naufrage là. Pour la France, guerre du Mexique, Bazaine rentre à Puebla, c'est en 1863. C'est le début de la Confédération germanique, c'est-à-dire l'unité entre la Prusse et les parties autrichiennes, etc. Donc c'est le conglomérat qui va se faire au centre de l'Europe. On est en plein creusement du canal de Suez. Et Napoléon III parle de l'Algérie. Regardez ce qu'il disait, Napoléon III. Les indigènes ont un droit égal à ma protection. Je suis autant l'empereur des Arabes que l'empereur des Français. Aujourd'hui, ça pèserait lourd. L'insurrection en Cochinchine est réprimée par la France, bien sûr. Nous avions aidé la Cochinchine à se séparer des révolutionnaires qui voulaient renverser le roi et des Chinois qui appuyaient les révolutionnaires. Donc la France avait demandé évidemment de l'argent puisqu'elle avait fourni, et l'Espagne aussi d'ailleurs. L'Espagne avait fourni de l'armement et avait fourni des troupes. Et donc la Cochinchine, le roi de Cochinchine n'a rien voulu savoir. Et nous, ben, ma foi, on y est allé, on a bombardé Saïgon. Voilà. Mort du vice-roi Mohamed Saïd Pacha en Égypte. Et en France, c'est la mort de Jeanne de la Croix, d'Alfred de Vigny, et la naissance de Pierre de Coubertin. Vous voyez, 1863, le contexte mondial est important. Hein. Et après, le contexte régional. Alors, mondial, bon, c'est la mode en 1863, c'est la naissance des parfums bourgeois. C'est-à-dire, la femme doit être belle, elle doit pouvoir s'améliorer avec des crèmes, etc., etc. C'est ce que présentent les parfums bourgeois. Et donc, à l'époque, ceci est sorti. C'est une revue que j'ai parmi mes collections, dans laquelle il y avait cette publicité. Et je ne sais pas si c'est ma grand-mère qui devait avoir, je ne sais pas, des boîtes, parce que j'en ai retrouvé à la maison, des petites boîtes de fards, de parfums bourgeois.
Voilà, pièce de monnaie 1863, c'est les pièces de monnaie de l'Empire. Et contexte en Roussillon, la voie de chemin de fer s'arrête à Perpignan. Elle arrive à Perpignan en 1858. Et c'est tout. Et il faut arriver jusqu'à la frontière. Donc le 19 juin 1963, l'année où s'échoue le Sahel, la compagnie du Midi remporte l'appel d'offres pour continuer la ligne jusqu'à la frontière. Donc le train arrivera en 67 à Port-Vendre, et puis après 78 à la frontière là-haut, à Cerbère, enfin Banyuls. Un poste de douane est en place à Cerbère, qui dépend toujours de Banyuls, c'est Banyuls. Suite à l'intervention du maréchal de Castellane, les thermes d'Amélie les Bains fonctionnent depuis 1840, visite de la reine qui a donné son nom. Alors ça c'est une histoire extraordinaire, parce que le ministre de la guerre de l'époque c'était le maréchal Soult, un ancien de la Grande Armée. Et Soult, il était de Barège, et lui voulait que les troupes qui venaient, qui étaient fatiguées, qui venaient des colonies, aillent prendre les eaux à Barège. Et Castellane a dit, mais vous vous rendez compte, ces gens sont fatigués, ils ont traversé la Méditerranée, on les met dans un train à Port-Vendre, et on les amène à Barège, ça coûte de l'argent, et en plus on les fatigue un peu plus. Alors qu'à Amélie-les-Bains, non, c'était Arles, les bains d'Arles. Les bains d'Arles, les eaux des bains d'Arles sont les mêmes que celles de Barège. Il y a eu une bagarre entre Soult et de Castellane, mais comme de Castellane avait l'oreille de l'impératrice, forcément, Amélie-les-Bains, on a dit vous pourriez donner le nom, votre nom à Amélie, ce qu'elle a fait. Et donc, c'est la reine, pas l'impératrice, c'est la femme de Louis-Philippe. Donc elle a donné le nom à Amélie-les-Bains. À partir de ce moment-là, le roi a dit, bon, les troupes elles iront à Amélie-les-Bains, et n'iront plus à Barège. Castellane avait gagné. Donc vous voyez, augmentation considérable sur ça cultivée en vigne ici, grâce au chemin de fer. Le chemin de fer permet de désenclaver la région. Pour Banyuls, c'est la construction de Notre-Dame de la Salette. Notre-Dame de la Salette qui a été voulu par Bonaventure Retsch, qui s'était marié en 1846, l'année où les petits bergers dans la Salette avaient eu la vision de la Vierge, et immédiatement ils étaient allés avec sa femme en pèlerinage à la Salette, et au retour ils ont construit ça. Ils avaient fait le vœu de construire cette chapelle à Banyuls. Donc elle s'est construite en 63 et elle a été inaugurée en 65, 1865. Voilà tout le contexte. Alors, dernier voyage du Sahel, vous voyez, il est parti d'Oran, Valence, et puis normalement il devait aller à Marseille. Mais là, il a été obligé de venir du côté des côtes, de nos côtes, parce que aujourd'hui on dirait c'est le changement climatique. Il y a eu quelque chose d'énorme dans le Roussillon. On avait eu une période de canicule, de grosses canicules, des températures de 35-40, et tout d'un coup, un froid énorme est arrivé, il a neigé sur le Carlit, il a neigé dans les Hauts-Cantons, ce qui a déclenché une tramontane énorme, qui a balayé tout le Roussillon et toute la mer. Et la tramontane était, paraît-il, en furie, c'était un ouragan. Le journal des Pyrénées-Orientales dit un ouragan de tramontane. Avec 180 chevaux, le Sahel avait du mal à remonter. Là, Vous imaginez un bateau de cette taille, avec un moteur de 180 chevaux, et un ouragan de tramontane. Donc il avait du mal. Alors c'était tellement puissant que tout avait été démoli, les vignes, tout avait été arraché, et notamment, j'ai appris je vais vous l'apprendre d'ailleurs, parce que vous ne savez pas, peut-être qu'on cultivait le coton en Roussillon, mais quelqu'un s'était lancé dans la culture du coton, à Corneillan de l'Hercole. Donc c'était un monsieur qui s'appelait Rouffia, qui avait une plantation de coton,
Et cette tramontane avait tout emporté, le coton était à Saint-Cyprien. Donc il a été ruiné, tout a été arraché, et le journal des PO en parle. Dit que c'était merveille, que le préfet avait visité cette plantation de coton quelques jours auparavant, et que tout ça, ça avait été démoli par la tramontane. Donc la tramontane va empêcher ce navire de circuler correctement. Au lieu de partir directement à Marseille, il est obligé de venir sur nos côtes. Cette tempête peut rapporter 20 gros sérieux coups de froid en Cerdagne, neige de la Cali, tempête, bon, le Sahel rentre dans la baie de Rosas. Donc il va se mettre dans la baie de Rosas et il va toucher un rocher en rentrant, parce que le gars n'est pas sûr, il n'y a pas de pilote à bord, il ne connaît pas la baie de Rosas. Là, les passagers sont un peu effrayés et on va se mettre à l'abri dans la baie de Rosas. Et on dit au capitaine, on reste là, hein, on attend que le vent tombe. Et le capitaine dit non, il n'est pas question. N'oubliez pas qu'à l'époque, on était avec les premiers navires à vapeur et qu'il fallait gagner en vitesse. Tout le monde parlait de la vitesse sur l'eau. Bientôt, on passera de la vitesse sur le rail et de la vitesse en l'air avec les avions. Donc, qui ira le plus vite? Ça va aboutir au ruban bleu sur l'océan. Et au naufrage du Titanic d'ailleurs, hein, parce que s'il n'avait pas voulu gagner le ruban bleu, ben, il n'aurait pas fait cette vitesse-là et le choc avec l'iceberg aurait été moindre. Et là, il n'y a rien à faire. Le commandant a dit non, on ne s'arrête pas, on continue. Celui-là aussi, le capitaine, il a dit non, non, on ne reste pas dans la baie de Rosas, on part. Moi j'ai un service à rendre, il faut que je sois à Marseille à telle heure. Donc on part, on a un moteur à vapeur, on part. Ben, on lui a pris. Et on est là, voilà. Et donc le naufrage a eu lieu là. Alors bon, il y a des gens qui disent que ça a été plus loin, mais moi j'ai le témoignage d'un passager qui dit à 1000 mètres après le cap. Donc 1000 mètres après le cap, on y est là, hein, à 1000 mètres après le cap. On est à 1 kilomètre là, à peu près après le cap là. Donc au fond, au côté de Canaleille. D'ailleurs, comme ils ont reculé et qu'il n'y avait pas beaucoup de vapeur à bord qui restait, ils n'auraient pas pu, si ça avait été sur le Rédéris, ils n'auraient pas pu revenir à Cerbère. Hein. D'ailleurs, ils ne seraient pas revenus à Cerbère. Ils seraient rentrés dans Peyrefit, mais pas à Cerbère. Donc là, ils ont reculé sur Cerbère parce que c'était là. C'était à Canaleille, là. Il y a des hauts fonds ici. Hein. Et comme ils rasaient la côte, le passager le dit, on était presque à toucher la côte, pour que le vent ne soit pas trop défavorable au bateau, ben, ils ont heurté un rocher. Alors, j'ai le témoignage là, du bonhomme qui a été interviewé, déjà la presse interviewait les gens. Hein. Et d'ailleurs, j'ai aussi le témoignage du journal des Pyrénées-Orientales qui nous parle de cette fameuse tempête. Et là, je peux vous lire ce qu'il dit. À des chaleurs extraordinaires pour nos contrées, le 30 et de 30 à 37 degrés que nous avons eu depuis l'entrée de la canicule a succédé tout d'un coup un froid tellement intense que les thermomètres sont descendus en dessous de zéro dans les nuits du 20, 21 et 22 courants. On était en août. Hein. Dans le Cap-Cyr, il y a eu de la glace en plusieurs endroits et les montagnes du Carlite, dont la neige avait totalement disparu, ont repris pendant 2 jours leur robe d'hiver. Qu'est-ce qu'on ne dirait pas aujourd'hui, hein? On dirait, vous voyez, le changement climatique est déjà à l'époque, en 1863. On ne parlait pas de ça. Hein? Bon, donc ça, c'est alors le témoignage du bonhomme, il est extraordinaire. Et il s'appelle Monsieur G, il n'a pas voulu donner son nom, mais c'était un militaire qui était à bord. Hein. Il dit que le capitaine était mécontent pendant qu'on aurait pu faire route 1 heure plus tôt. Il était mécontent d'être dans Rosas, hein, à l'abri d'en Rosas. Lui, il voulait continuer le voyage. Hein. Donc il dit,
Ce cap fut franchi quand il parle de Cerbère. Hein. On saluait du cœur et de la main la terre de France. Il était 8h15, nous allions à toute vapeur, car les rochers étaient à toute vapeur, hein, longeant les rochers à fleur d'eau. À 1000 mètres de là, donc kilomètres du cap, à 2 ou 3 encablures, donc c'est à peu près ça, hein, de la côte, notre bâtiment s'ouvrit sur un banc de rochers, recouvert par 3 ou 4 mètres d'eau. C'est à peu près ça, à cet endroit. Donc je dis, c'est bien là que ça a eu lieu. Hein. C'est sur le Canadair, hein, 1000 mètres du haut. On a un témoin, donc le témoin nous dit ça, je le crois. Il était à bord du bateau, il a dû avoir la peur de sa vie. Après avoir franchi le cap Cerbère, le vaisseau heurte au fond, au large du cap Canadair, 4 mètres de la surface, il faisait 6 mètres de tirant d'eau. Hein. Importante voie d'eau à l'avant du navire, à bord c'est l'affolement, ordre contradictoire, intervention du général Paté, machine arrière vers Cerbère. Donc le général Paté était un général de l'armée de terre, c'était pas un marin, hein. Général de l'armée de terre, un des héros de la guerre de Crimée. Il était déjà sans doute en Algérie et il revenait et lui il se retrouve à bord. C'est un général, il est de l'armée de terre, mais il leur dit à tous, moi je suis général, vous n'êtes pas généraux, donc c'est moi qui commande. Machine arrière toute. Parce que ça commençait à tergiverser, il y avait hors des compteurs, lancer les canaux, jeter les canaux à la mer, et il y en a un qui a dit jeter l'ancre. Alors, tout le monde tressaillit, tout le monde était muet, bon, ça c'est vrai. Et là, ce qu'il dit, quand on jette l'ancre, il dit, c'eût été nous rivés sur le sépulcre. Et oui, s'ils avaient jeté l'ancre, ils étaient en train de couler, donc ils étaient rivés sur le sépulcre. Donc machine arrière toute vers Cerbère. Et ça, c'est le général Paté qui le dit. Le général Paté donne des ordres, c'est lui qui va rassurer tout le monde et dire maintenant vous m'obéissez. Hein. Arrêtez de dire qu'on jette les canons, etc. Il y a assez de vapeur, pas beaucoup. L'eau était rentrée, avait commencé à éteindre la chaudière. Hein. Donc, il dit, voilà, général de Lyon-Paté, quelques officiers, c'était les chasseurs d'Afrique, il y avait des religieuses de l'ordre trinitaire. Ça c'est important. Ça nous indique qu'elles rachetaient déjà des prisonniers de guerre, parce que l'ordre trinitaire, c'était pour les captifs. Et donc, chaque année, ces religieux rachetaient, avec les quêtes que l'on faisait, avec l'argent que les religieux faisaient rentrer, on allait racheter des prisonniers. Donc, ces prisonniers, s'il y avait ces 5 religieuses à bord, c'est que déjà, elles rachetaient des prisonniers, des militaires prisonniers en Algérie. Des femmes et leurs enfants, et il y avait 2 familles algériennes. Un officier des chasseurs d'Afrique, M. G, on voit les sans sapot, fait interviewer. Au journal du Midi, je vous l'ai lu, et voilà, le journal des Pyrénées-Orientales, pour ceux qui travaillent pour l'indépendant, voilà le journal de l'époque, journal des Pyrénées-Orientales, je ne sais pas s'il avait des correspondants dans tous les villages, mais bon, c'est pas mal de l'avoir. Si vous voulez lire ces journaux, vous les avez à la médiathèque de Perpignan, ils sont en ligne. Hein. Et voilà les femmes, comment elles étaient habillées à l'époque, vous imaginez, elles avaient peur. Elles ne pouvaient pas se mettre à l'eau comme ça. Hein. Elles se seraient noyées. Elles étaient très belles, hein, ça c'est sûr. Elles étaient très bien habillées. Mais bon, c'était pas pratique. Hein. Donc voilà où a eu lieu ce naufrage. Et voilà où est le bateau actuellement. Ils ont reculé, ils ont fait marcher en arrière toutes, et ils sont sous le restaurant là de la Cove, je crois que ça s'appelle. Hein. Le restaurant qui est là, c'est la Cove, non? Oui, le camping, oui. C'est ici qu'est le bateau. Enfin, les restes du bateau, hein, parce qu'il a été drôlement amoché. Action salvatrice du général de division Paté.
Des douaniers de Cerbère, aidés par la population, sauvèrent les naufragés en mettant à l'eau leurs chaloupes. Ils furent là de tout éloge. On organise un repas sur la plage. Il y a des morts sur ce bateau, 2 moutons et une gazelle. Donc ça veut dire qu'ils venaient d'Afrique. Hein. Donc ils se sont pas embêtés. Hein. Ils ont ouvert les 3 bêtes et ils ont fait méchoui sur la plage. C'est pour ça que je dis qu'à Cerbère, le 22 août, il faut faire le méchoui du Sahel. Voilà. Hein. Donc aujourd'hui, on dirait dire à ces moutons, non, on ne peut pas les manger, c'est pas possible. Voilà. On irait chercher des sandwichs, je ne sais pas où. Voilà. Et le vin, c'est le commandant du port de Port-Ventre qui l'a porté. Donc il a porté 6 bouteilles de vin. Je ne sais pas, foulé pour 100 personnes, 6 bouteilles de vin. Mais bon, voilà. Capitaine, alors les sauveteurs. Le capitaine Lord de Port-Ventre, le lieutenant Bronner de Vagnouls, le brigadier Jourdan, le sous-brigadier Cantuerne, Joseph Nom de Deux, François Rocas, ça ce sont des gens de Cerbère, Ferdinand Noé, Jean Delos et le sieur Jacques Draper. Voilà ceux qui ont mis leur barque à l'eau pour aller chercher les pauvres naufragés. Et le général Paté était là, sur le bord, il disait à vous restez là, vous passez, les enfants, les femmes. D'abord, c'est lui qui a mené toute cette affaire, heureusement, parce que sinon c'était la folie et tout le monde se mettait à l'eau. Alors, évidemment, la société Touache va dire, bon, on va rechercher ces passagers, ils ont payé leur passage, donc on envoie le Kabyle, le vaisseau jumeau du Sahel, qui vient chercher les rescapés. Ils ont su que c'est le Kabyle qui venait les chercher, ça n'a pas plu à tout le monde. Puisqu'il y a 3 passagers originaires de Tarascon, ça le fait rapporter par le journal de Provence et par le journal des PO. Ça c'est un truc, c'est un vaudeville terrible. Hein. Ces gens ont dit, Nenni, on ne monte plus sur un bateau à vapeur, hein. On partira par la route, par le train. Ah, oui, mais le train n'était qu'à Perpignan. Il fallait d'abord aller à Perpignan, chercher le train. Donc, pour partir de Cerbère, c'était difficile. Il y avait des chemins, il fallait passer par Pierrefitte, remonter, etc. C'était long. Et donc, de Cerbère à Port-Ventre, c'était très long, à pied. Ils sont allés à pied de Cerbère à Port-Ventre, ces 3-là. C'était tellement peu carrossable que l'ingénieur des chemins de fer, c'est-à-dire de la Compagnie du Midi, quand on lui a expliqué, ça c'est l'histoire de Cerbère-Bagnouls, quand on a expliqué qu'il nous fallait un maître d'école pour les ouvriers de la Compagnie du Midi, il fallait un curé aussi, il fallait qu'ils aillent à la messe, et quelqu'un a dit, oui, mais il y a une église à Bagnouls. Ah ben oui, mais il faut y aller à Bagnouls le dimanche. Alors on dit, on peut y aller par la terre. Oui. Alors l'ingénieur a dit, écoutez, par la terre, il y a des petits chemins. Même les mules s'y perdent. Alors vous comprenez très bien que les gens ne peuvent pas aller à la messe comme ça, de Cerbère à Bagnouls. Il y en a un qui a eu une idée, il a dit, on peut y passer par barque. Oui, quand la tramontane souffle, non. Etc., etc. Donc il faut construire une église à Cerbère. Ben oui, c'est la logique. À cette époque-là, la Vessantole n'était pas là encore. Hein. Donc c'est la Compagnie du Midi, les frères Perrière, qui étaient des catholiques purs et durs, qui ont dit nous allons construire l'église dans nos locaux. Et c'est là qu'ils ont fait venir la Vessantole, maître d'école et curé. Et donc on a eu une église dans les locaux de la Compagnie du Midi. Voilà. Alors, ces 3 passagers, originaires de Tarascon, n'ont pas voulu reprendre le Kabyle. Ils venaient de faire un naufrage avec le Sahel. Ils ont dit, non, non, on ne reprend pas un bateau comme ça. Hein. Voilà. Donc, ils vont à Port-Ventre chercher la diligence, et là, avec la diligence qui était d'Elne, la diligence, voilà l'accident de Beaucaire par le journal. Voilà, c'est... Les locomotives de l'époque, elles n'étaient pas trop solides. Hein. Et voilà les chemins au 19e siècle sur le Roussillon. On voit bien qu'il y a des routes, mais bon, elles ne sont pas énormes, hein, ces routes. En voilà une qui suit, elle y est toujours celle-là, hein, puis qui remonte là vers le... Bon, mais c'était des routes peu carrossables, elles n'étaient pas goudronnées ces routes. Hein. Et là, chemin autour de Cerbère au 19e, on les voit, hein.
ces chemins. Il y en a beaucoup, mais c'est vraiment des chemins, des ronces partout. C'est difficile de prendre ces chemins et de dire on sera à telle heure à Bagnols, on sera à la messe à l'heure. Non, c'est pas possible. Donc on circulait comme ça à l'époque. Hein. Bon, vous voyez que le type est à cheval, les femmes sont à pied. Hein. Et voilà la diligence. Ponsati, c'est le car Ponsati de l'époque. Vous voyez, ça c'est le vieux Ponsati qui est ici. Elle, vous voyez, bon, et là il faisait Port-Varle-Perpignan. Et Port-Varle-Perpignan, il le faisait en 2 heures. Ça galopait, c'était pas très. C'était pas confortable du tout. Et puis c'était plein de trous, c'était plein de courants d'air, ces diligences. Et il y a une anecdote qui explique que, comme il faisait du transport de fret et de passagers, il revenait de Perpignan avec un sac de haricots pour un agriculteur d'Elne, et il y avait un trou au sac. Il a semé le sac tout le long. Et quand il est arrivé à Elne, il n'y avait plus de haricots dans le sac, ils étaient sur la route. Et il ne s'est pas arrêté pour autant pour ramasser les haricots, il ne savait pas. Il avait mis ça derrière et puis bon, la galère. Voilà. Donc voilà la diligence qu'ils sont allés chercher pour aller à Perpignan prendre le train. Et voilà le Kabyle. Vous voyez, c'était le même, hein, le Kabyle qui venait. Donc ces gens-là prennent le train à Perpignan, de bonne heure, de bon matin. Et puis le train de l'époque, les trains de l'époque n'étaient pas aimés. Erano Matebourse, hein, c'était des trains qui tuaient les animaux dans les campagnes. Hein, à Cléran, on appelait le Matebourse. Il avait tué je ne sais pas combien d'ânes et de mules. Les passages à niveau, ils étaient comme ils étaient. Les chauffeurs s'arrêtaient en pleine campagne pour laisser passer les gens. C'était vraiment des trains peu sûrs. Puis ça fumait beaucoup, ça sentait mauvais, et ça faisait du bruit. Et donc on n'aimait pas. Et les gosses les faisaient dérailler. C'est ce qui va se passer à Beaucaire. Les enfants mettaient des bouts de cailloux sur les voies, mettaient des barres en fer pour faire dérailler le train. Et ils attendaient que le train arrive, et quand le train déraillait, tout le monde était content. C'est ce qui s'est passé à Beaucaire. Donc ces gens prennent le train, je reviens en arrière, parce que là c'est toute l'anse de Cerbère, ils prennent le train à Perpignan, de bon matin, et ils s'en vont à Tarascon, ils passent à Beaucaire. De Beaucaire à Tarascon, il n'y a qu'à traverser le pont. Donc à Beaucaire, dans une courbe, dans un virage, les enfants avaient mis des madriers en travers, ils avaient mis tout un tas d'objets qui ont fait dérailler le train. Le train a déraillé et ils ont été blessés, certains, il y a eu un mort, je crois, une peur terrible, et ils ont repris leur bagage, ils ont traversé le pont, et à Tarascon, ils sont allés à l'hôtel. Parce qu'ils étaient fatigués, ils sont allés à l'hôtel, ils n'habitaient pas à Tarascon même, ils habitaient dans les environs de Tarascon. Et dans la nuit, l'hôtel a pris feu. Ça c'est extraordinaire. Alors, comme dit le journaliste, ils avaient fait naufrage à Cerbère, ils ont déraillé du côté de Tarascon, et l'hôtel leur a pris feu à Tarascon. Et ils ont une chance inouïe, ils sont encore en vie. Donc voilà. Donc il dit il y a 3 personnes dans le sud de la France qui brodent actuellement, comme dans le livre qu'avait écrit Alfred de Vigny, non, c'est pas Alfred de Vigny, qu'avait écrit, je ne me rappelle plus quel auteur avait écrit ça, le voyage d'aujourd'hui, où des gens meurent sur des bateaux, mais ils ressuscitent, etc. C'était un truc complètement abracadabrant. Il dit c'est à peu près pareil. Ces gens-là sont dans le sud, ils font naufrage, ils déraillent. Bon, ils ont des hôtels qui prennent feu, mais ils sont toujours en vie, ils sont toujours là. Ils s'en rappelleront de cette affaire, évidemment. Qui vont s'en rappeler. Donc vous voyez, le Kabyle, ils n'ont pas voulu monter dessus, mais ils ont fait quand même... ils auraient pu mourir de déraillement. Comme quoi, les voyages, quand même, ils étaient dangereux à l'époque. Voilà. Alors voilà l'anse de Cerbère, tel que je l'ai trouvé dans les archives. Et on voit là la plage de Cerbère, et là où il y avait la douane. Là où il y a le magasin maintenant de notre ami Jacques. Jacques, je crois que les anneaux
qui permettaient d'attacher les chevaux de la douane, je les ai encore, ces anneaux. Donc voilà, c'était là. Voilà toujours l'anse de Cerbère, et on voit très bien le Riveral, ici, et puis la plage, et le bateau n'a pas échoué ici, il a échoué sur celle qui était de côté, là, à côté. Et la douane était là, voilà la douane. Et là, c'est l'anse de Cerbère, toujours, avec la route qui va se faire, descendre dans Cerbère. On voit le chemin de fer, là, je pense que c'est le chemin de fer, ça. Et puis, voilà l'anse de Cerbère. C'est des cartes qui sont nos archives départementales. Hein. Voilà. Toujours l'anse de Cerbère, avec là, la douane, vous voyez, la douane, là. Et le bateau, lui, il est venu s'échouer par là. Hein. Parce qu'il n'avait pas sombré complètement. Toute la partie arrière sortait de l'eau, heureusement. Et voilà la crique de Pierrefitte. Et quand on vous dit qu'à Pierrefitte, il fallait passer par le bas, remonter, c'était long tout ça, hein. Très très long. Ce casotte existe toujours, hein, d'ailleurs. Et là, c'était là où Martinez avait mis son épicerie, quand le camping était là. Donc, voilà l'anse de Pierrefitte. Et voilà une vieille photo fournie par Jacques. C'est toi qui me l'avais passé, cette photo de Cerbère. Et il y a quelqu'un qui fait signe là, peut-être qu'il indique où est le bateau. Il est en face là, tout à fait. On voit les barques là sur la plage. Ça c'est très vieux, hein. C'est une photo fin 19e. Hein. Et voilà le bateau à vapeur en 1913 dans Cerbère. Aujourd'hui, on ne pourrait pas l'appeler un ponton dessus. Hein. Et voilà, les acteurs autour de l'épave, la jeunesse qui s'en va plonger. Donc Jacques, votre serviteur, et puis ici M. Joncheret, et là, monsieur, je ne me rappelle plus son nom, des plongeurs affirmés. M. Joncheret était venu parce que pour cette épave, j'avais averti Luc Long. Luc Long, c'est le patron du Drasme. Et ils étaient en train de remonter à ce moment-là le buste de César dans le Rhône. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Hein, bon. Et d'ailleurs, Hervé Moulet, qui plongera avec nous, eh bien, travaillait avec, voilà, Hervé Moulet. Voilà Hervé Moulet, qui travaille avec Luc Long. J'avais dit à Hervé, dit à Luc Long que nous avons trouvé ce bateau et qu'on pourrait peut-être plonger dessus et fouiller. Et Luc Long nous a dit non, je vous interdis d'y fouiller dessus. Donc pour l'instant, on n'a rien fait. Donc on n'est pas allé gratter tout autour, voir s'il y avait des choses récupérables. Donc on n'a pas d'autorisation pour l'instant. Donc voilà, il s'appelle Alain Vesse, ce monsieur, Alain Vesse. Et donc Jean-Pierre Joncheret est venu pour inspecter les lieux et dire si vraiment cette épave était intéressante pour Luc Long. Il a fait des photos et il a dit oui, cette épave est intéressante. Voilà. Et il a essayé de devenir l'inventeur. Alors que l'inventeur, nous l'avons là, c'est Jacques. Voilà Didier Fioramonti qui a fait les photos, puisque Didier Fioramonti est un plongeur émérite de Cerbère et qui travaille pour le laboratoire, pour la réserve. Voilà, votre serviteur. Voilà les photos faites par Joncheret, on voit des morceaux de tube. Là, un gros anneau. On voit que les concrétions ont pris le dessus. Hein. Là, on a une petite gorgone blanche. Une autre gorgone. Et voilà des photos faites par Fioramonti.
Ces photos faites par Feuilles-Remonte, elles sont très belles. Hein. Ça sont les restes. Hein. Le bateau a été drôlement secoué par les vagues. Il est par 12 mètres de fond. Hein. C'est pas profond. Donc quand il y a des coups de mer, les coups de mer le secouent. Hein. Voilà. Voilà les morceaux du bateau. Le moteur doit y être. Mais ce moteur, il fait 110 tonnes à peu près. Hein. Il faut aller le chercher, il faut le grue. Hein. Mais c'est un moteur, c'est ce que j'avais dit à Luc Long, un moteur très intéressant. C'est peut-être le seul vapeur combinée qui existe dans le monde. Il est là. Hein. Donc, le ressortir serait bien. On verrait comment a été fait le moteur à vapeur combinée. Et sûrement, la Seine-sur-Mer serait très intéressée, c'est eux qui l'avaient fabriqué. Voilà, tiens, une vieille. Voilà, un spirographe. Vous voyez, la vie reprend le dessus. Hein. Voilà, les morceaux du bateau. Ça, c'est Didier Fioravanti qui a fait les photos. Hein. Il a fait de très très belles photos, Didier. Et la SNSM, donc pourquoi j'ai mis la SNSM là? C'est pour honorer la SNSM de Cerbère. C'est eux les sauveteurs maintenant. Mais les premiers sauveteurs, ce sont ceux qui sont allés sauver les gens du Sahel. Aujourd'hui, la SNSM aurait fait pareil. Ils sont allés les chercher avec des moyens autres. Mais à l'époque, ils ont mis les bateaux à l'eau, ils sont allés les chercher, ils les ont sortis de là, ils les ont nourris et les ont logés. Et ils étaient malheureux à Cerbère. Ce n'étaient pas des richards, hein. Ils étaient pauvres à Cerbère. Donc on les a nourris et on les a logés. Bon, certes, on a fait une méchouille avec les 3 bestioles qui étaient à bord et qui étaient mortes, mais tout de même, on les a nourris et on les a logés. Donc les gens de Cerbère ont été très bien. Hein. Voilà. Donc 67, la SNSM, fondée par, bon, ça c'est l'historique, hein. Quelques chiffres, voilà, 2016, ça, bon, je l'ai mis à la demande de M. Cassou. Il m'a dit, il faut quand même que tu mettes quelques chiffres de ce que nous faisons. Voilà, vous avez les chiffres là, 27% de ces interventions se déroulent de nuit, hein, 1h48 par intervention. Celle de la SNSM de Cerbère, fondée en 1973, sous la houlette de Guy Maurice, le bateau rotarien financé par le Rotary Club. Et aujourd'hui, c'est un Zodiac avec 115 chevaux, vous voyez. Il fait presque autant que le Sahel. Hein. Il y a 115 chevaux, derrière, comme ça. L'autre, c'est un moteur à pilon qui fait 110 tonnes et qui faisait 180 chevaux. Comment voulez-vous qu'il fasse remonter le bateau face au vent à l'époque? C'était pas possible. Et voilà les fameuses lettres du Sahel. Vous voyez? Il y a tous les tampons de la poste, il y a tout, et de Perpignan, et il y a marqué ici, voilà, proviennent du navire naufragé de Sahel. Ça a été écrit à Perpignan. Hein. Voilà. Et vous avez tous les tampons, ça c'est vendu 1500 €. Ça le trouve. Voilà. C'est les gens de Cerbère qui les ont ramassés. Sauf qu'il y avait autre chose. Il n'y avait pas que des lettres. Il y avait des millions en titres porteurs de la Banque de France à bord. Et oui. Et ces titres porteurs devaient flotter aussi. Il suffisait de les prendre, de les faire sécher, d'aller les encaisser. Alors, est-ce qu'il y a des fortunes qui se sont créées par là tout de suite? Je ne sais pas. Les gens veulent acheter un château, des vignes, je ne sais rien. Mais je ne crois pas. Les titres porteurs sont allés au fond. Sont au fond. C'est pour ça que la Lloyd avait assuré le bateau. Parce qu'il y avait des titres porteurs qui représentaient des millions en francs hors de la Banque de France, à bord. Donc vous voyez, ces lettres, on les a retrouvées à Paris, en vente à la salle Drouot. Donc Cerbère avait fait ce qu'il fallait. Hein. On avait récupéré ces lettres, et puis la Poste avait demandé à des plongeurs de l'époque, des pieds lourds, de venir récupérer les colis qui étaient à bord. Donc il y a eu une première plongée, ça fait deux choses. C'est la SNSM et c'est aussi le club de plongée. Il y a un club de plongée à Cerbère, et à l'époque, en 1863, on a fait une plongée, des plongeurs sont venus à Cerbère, des pieds lourds,
pour aller chercher les colis de la poste. Donc ils ont remonté les colis, ils ont remonté s'il y avait de l'or, ils l'ont remonté, sans doute, et puisque la poste s'est dépêchée de faire venir ces plongeurs en disant non, il faut vite vite aller chercher les colis et tout ce qu'il y a à bord du bateau. Hein. Donc on n'a pas laissé traîner ça. Hein. Donc voilà, et ces lettres, elles flottaient sur la plage. Donc on les a récupérées, et les habitants de Cerbère les ont récupérées, et les ont amenées à la poste de Perpignan. Donc c'est la poste de Perpignan, vous le voyez, vous en avez la preuve là, hein, là, hein, sur le Sahel, et là aussi ça a été écrit à Perpignan, ça. On était très consciencieux quand même à l'époque, hein. Voilà. Après le naufrage du Sahel, voilà. Donc ils sont arrivés quand même à leur destinataire, ces lettres. Et les héritiers les ont vendues. Voilà. Voilà. Mesdames, Messieurs.